ce qui s'appelle une armée de métier, avec des femmes et des hommes qui sont entraînés, aguerris, on a des équipements très sophistiqués, on a la dissuasion nucléaire. Et donc, si le pire devait advenir et que nous étions menacés, c'est absolument pas ce qui se passerait. J'ai ensuite GAB sur TikTok. Monsieur le Président, sommes-nous réellement prêts à agir si la Russie vient à devenir agressive avec l'Europe tout entière? Alors c'est une bonne question, c'est évidemment celle qui est derrière tout ce qu'on est en train de faire. Je vais vous dire, la Russie, elle est déjà agressive avec l'Europe tout entière. Ça a commencé, ça s'est intensifié. Et c'est ça ce que je vous disais. Je vous disais, elle aide l'Iran, qui est une menace, elle met des soldats nord-coréens sur le sol européen, elle a une armée très forte, elle nous attaque sur l'information, le cyber, la migration, mais j'aurais pu citer d'autres choses. C'est une menace dans le spatial, elle a eu des actions très agressives dans le spatial, elle nous déstabilise, elle attaque nos intérêts en Afrique, elle nous provoque, elle nous teste en mer comme dans les airs, et elle a cet effort de guerre que j'évoquais. Donc oui, elle est déjà en quelque sorte dans ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire qu'elle nous attaque, nous teste, nous conteste dans à peu près toute la gamme du jeu. Si elle devait monter, d'abord, nous Français, ne l'oubliez jamais, nous avons la dissuasion nucléaire. Et donc, ça repose sur vraiment les armes de la dissuasion, c'est-à-dire qu'on a des capacités autonomes. En tant que chef des armées, j'ai la responsabilité de celle-ci avec une doctrine qui est établie, et je regarde les intérêts vitaux de notre pays. Et donc ça dissuade normalement les attaques de la part de pays qui seraient trop agressifs avec nos intérêts nationaux. Mais évidemment, la Russie peut tout à fait décider demain d'attaquer, d'être plus agressif, surtout s'il devait y avoir une mauvaise paix en Ukraine ou une défaite. À coup sûr, elle irait provoquer d'autres pays européens, membres de l'Union européenne ou pas. À ce moment-là, nous aurions à réagir. Alors oui, nous sommes prêts, c'est tout le sens de l'effort qu'on fait dans le cadre de l'OTAN. On a d'ailleurs des forces qui sont prépositionnées un peu partout. Et la France est dedans. Je montre cette petite carte avec nos efforts. On a 2000 soldats, au moment où je vous parle, on a 2000 soldats dans l'OTAN et qui sont prépositionnés sur ce front de l'Est. Et il y a évidemment, ça c'est la contribution des Français, en particulier en Roumanie où j'ai décidé qu'on se déploie dès février. Mais il y a toutes les forces alliées, beaucoup de forces américaines d'ailleurs qui sont là-bas. Et donc oui, nous sommes organisés pour riposter et tous ces pays et les Européens et les alliés sont forts. Et ils sont forts parce qu'on a monté la posture et parce qu'on a notre allié américain aussi, il faut le dire, qui représente à peu près un tiers de cet effort. Et ce qu'il nous dit, c'est « j'ai besoin que vous preniez davantage ». Et donc, à court terme, on sait le faire pour nous-mêmes à coup sûr, pour les Européens à nos frontières de l'Est, oui, parce qu'on a aussi le soutien américain. Et il faut qu'on ait une stratégie à 5-10 ans, qui est nous, Européens, de faire davantage pour décharger les Américains, en quelque sorte, de cette part du fardeau et être encore plus autonome. Mais la réponse est oui. On sait faire. Et on est prêt. Mais on veut tout faire aujourd'hui pour éviter, c'est tout le sens de la dissuasion. J'ai dvg.zslupvvs sur TikTok qui m'écrit « Bonjour, est-ce que ce conflit peut aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale ?» Je me méfie toujours des grands mots. En vrai, on a un conflit en Ukraine dans lequel les Russes, de fait, ont décidé de mondialiser les choses. Quand les Russes se battent avec du matériel iranien, qu'ils utilisent ce qu'on appelle des matériaux duaux, c'est-à-dire ils achètent des choses civiles, pas militaires, aux Chinois, puis ils les convertissent pour en faire des armes, et qu'ils mettent des soldats nord-coréens en Ukraine, je vais vous répondre, les Russes, ils ont mondialisé la guerre en Ukraine. Donc, est-ce que ça se limitera à ce théâtre? Il faut l'espérer, c'est pourquoi je soutiens, moi, l'initiative d'avoir la paix en Ukraine. On est d'accord avec le président Trump. Il faut la paix en Ukraine. Simplement, on ne veut pas que cette paix soit une capitulation, on ne veut pas que cette paix soit simplement un cessez-le-feu qui ne serait pas respecté, on le sait, parce qu'elle renforcerait la Russie dans son agressivité et qu'elle sacrifierait le peuple ukrainien. Mais de fait, la Russie a mondialisé ce conflit et maintenant on veut l'arrêter. J'ai Novus Sordo sur YouTube qui met « Monsieur Macron, allez-vous sacrifier des générations, la jeunesse européenne, en envoyant des troupes pour la souveraineté ukrainienne ?» Écoutez, on n'a jamais voulu mourir pour les Poldev par chez nous, souvenez-vous. Hein. Simplement, les gens qui disaient ça après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé des puissances s'étendre et faire le deuxième conflit mondial. Donc non, j'ai aucune envie de sacrifier des générations.
Mais moi, je veux être plus fort, plus dissuasif, être en termes de sécurité et de défense encore plus près pour éviter la guerre. Aujourd'hui, celui qui a décidé de sacrifier des générations de Russes et d'Ukrainiens, c'est Vladimir Poutine, par l'agression qu'il a lancée en février 2022. Et il en a de fait sacrifié déjà 1 million, et c'est 1 million de familles, et c'est terrible. Donc aujourd'hui, nous, notre intention, c'est qu'il y ait la paix. Et depuis le début, nous n'avons jamais été dans l'escalade et on n'a jamais impliqué notre jeunesse dans ce conflit, ni nos armées. Mais pour qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait des garanties. Et donc ça veut dire que les Européens, les Américains, leurs alliés, doivent aussi dissuader la Russie de revenir et de reconquérir. S'il n'y a pas cette dissuasion, la Russie ne respectera pas sa parole. C'est ce qu'on a déjà vécu après 2014 et ce qu'on a appelé les accords de Minsk I puis II après la première guerre d'agression en Ukraine. C'est ce qu'on constate par la pression russe qui est mise en Géorgie. C'est ce qu'on constate partout où est la Russie. Donc, mon objectif, c'est d'éviter justement un tel sacrifice, c'est d'éviter la guerre en étant engagé, en négociant une paix durable et donc en dissuadant la Russie d'aller plus loin. Si nous sommes faibles avec la Russie en lui concédant les choses, si nous ne nous réarmons pas et n'augmentons pas notre capacité à résister, alors nous aurons sacrifié notre jeunesse ou la génération d'après à coup sûr. J'ai 4 travels sur TikTok, c'est un peu dans la droite ligne qui met « Monsieur le Président, la France envisage-t-elle un engagement militaire plus direct en Ukraine ?» Aujourd'hui, on équipe, on fournit des armes, on fournit des avions, on entraîne, etc. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas engagés. On n'a pas de combattants. Et aujourd'hui, nous ne comptons pas envoyer de combattants en Ukraine. On compte plutôt essayer de trouver cette négociation et de prendre le président Poutine au mot, revenez à la table des discussions, négocier une vraie paix durable. Par contre, ce que nous n'excluons pas, mais dans un cadre planifié, avec nos alliés, c'est de pouvoir avoir des forces qui, une fois la paix négociée, pourraient contribuer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Et ça, ce sont des forces qui seraient là, comme on a pu le connaître par le passé, dans d'autres territoires après des guerres, qui sont là pour signer une présence, et en quelque sorte dire des puissances qui sont membres de l'OTAN, sont là et garantissent la sécurité dans un territoire qui n'est plus une zone de conflit. Et donc, ça n'est pas nous mettre à risque, mais c'est signer une solidarité. C'est encore trop tôt ici pour donner des détails. On en a beaucoup parlé avec les Britanniques, avec d'autres pays. C'est une partie des discussions qu'on a entre Européens. Parce qu'évidemment, pour garantir la sécurité ensuite des Ukrainiens, il faudra que l'ensemble des alliés soient là pour éviter, comme je vous l'ai dit, que la Russie sinon ne recommence, parce qu'elle recommencera. C'est ce qu'elle a toujours fait ces dernières années. Donc pas de chèque en blanc. Mais il y a plusieurs modalités, on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus, mais on n'est pas aujourd'hui, en tout cas dans la situation, je n'ai pas décidé demain d'envoyer des troupes en Ukraine, non. Et ce qu'on envisage plutôt, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée et signée. Alors j'ai beaucoup de questions qui arrivent, je vais regarder. J'ai Paya sur TikTok qui met « Vive la France », c'est pas une question, mais il a raison. Vive la France. J'ai Hervé Montblanc sur YouTube qui met « Est-ce qu'on va rétablir le service militaire en France ?» Comme vous le savez, moi j'ai ce projet de service national universel qui n'est pas le service militaire, mais qui permet à une génération de progressivement entrer. On est dans la phase encore d'expérimentation. Mais je vais vous dire, bon, le service militaire aujourd'hui est suspendu dans nos textes. Nous sommes une armée donc professionnelle, une armée de métier. Aujourd'hui, notre priorité, c'est plutôt la sécurité du territoire français, de nos alliés, ses déploiements. Rétablir le service militaire du jour au lendemain serait une charge énorme pour nos armées, parce que ce sont nos armées qui contribuent à cette formation. Donc, est-ce que c'est la solution miracle ? En vrai, pas tellement. Par contre, réfléchir autour de ça, je vois bien l'idée qu'il y a derrière, et moi je tourne autour depuis plusieurs années, former notre jeunesse, consolider le pacte entre la nation et ses armées, nous assurer que notre jeunesse, en tout cas, est formée à plus de ce qu'on appelle la résilience, à une capacité à résister à la menace, est consciente de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est un enjeu énorme. Et donc j'ai demandé, en début d'année, enfin il y a quelques semaines, au ministre des Armées, au chef d'état-major des Armées, et aussi au secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, de me faire des propositions pour un peu changer les choses compte tenu de cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes et que j'ai décrivé tout à l'heure, pour qu'on puisse répondre à la menace. Et donc je pense qu'on va devoir
inventer quelque chose collectivement qui fasse consensus dans la nation, mais qui permet à notre jeunesse, mais aussi au fond à toute la nation, d'être plus résistante face à ces menaces. Et ça, c'est une conviction profonde que j'ai acquise ces dernières années et ces derniers mois. C'est qu'au fond, la sécurité et la défense nationale sont bien évidemment nos armées, des capacités militaires, des technologies, dans tous les domaines, des sous-marins au spatial. Mais c'est nous, c'est vous. Et surtout dans des démocraties. Et donc, si nous n'avons pas les anticorps, en quelque sorte, pour résister, pardon, c'est mon horloge qui sonne, si nous n'avons pas des anticorps pour résister à la menace, on peut devenir très vulnérable. Et ça, c'est une vraie fragilité de nos démocraties. Parce que vous informez, je suis en train de le faire sur des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, d'abord, ils sont détenus par des grandes plateformes américaines. Alors, les Américains sont nos alliés. Enfin, parfois, ils ont des choix qui ne sont pas les nôtres. Et c'est aussi pour ça que je me bats pour qu'on ait la transparence des algorithmes, parce qu'ils peuvent pousser des contenus et qui peuvent ne pas nous aider, et qui sont peut-être pas transparents et justes. Donc ça, c'est un enjeu stratégique. 2, on a une propagande, et en particulier les Russes et plusieurs autres, envoient sur nos réseaux sociaux, en particulier au moment des élections, sur des faux comptes, utilisant l'intelligence artificielle, énormément de messages. Et ils créent ce qu'on appelle de la volumétrie, et ils vous bombardent d'informations, parfois totalement fausses, mais qui prennent une proportion extraordinaire. On l'a vu d'ailleurs à plusieurs occasions. Dès qu'il y a une information qui peut affaiblir la France, c'est démultiplié par 100, par 1000, par les Russes et leurs fermes à trolls. On le voit en Afrique, où ils utilisent parfois d'ailleurs énormément de fausses informations pour retourner la tête des jeunes, et moins jeunes. On le voit d'ailleurs chez nous, la fameuse péripétie des punaises de lit, il y avait des faits véritables qui étaient maîtrisés, mais elle a pris une volumétrie folle, et ça a été signé, c'était des attaques russes. Tout ça pour vous dire que dans des démocraties, il y a un enjeu de pouvoir qui est l'espace d'information. Ça touche les citoyens, ça touche les jeunes, ça touche donc les décideurs publics, ça peut toucher aussi nos militaires. Et donc on a besoin de protéger nos infrastructures d'information, et quand même de démêler le vrai du faux, de mieux nous protéger. Et on a besoin de mieux former nos élèves, nos enfants à l'esprit critique, et en quelque sorte préparer nos jeunes et moins jeunes à avoir en effet l'esprit critique pour être autonomes, pour avoir du jugement face à en particulier ces fausses informations. Je prends cet exemple pour vous montrer qu'il y a tout un champ qui relève du civil, mais qui est essentiel et qui fait partie de ce qu'on appelle la guerre hybride. Et donc c'est pour ça qu'on doit aussi former. Et donc dans cette ère nouvelle dans laquelle on rentre, on va devoir faire des choix pour nos armées, nos équipements, mais on va aussi faire des choix pour renforcer notre protection cyber, pour nos hôpitaux, nos universités, nos entreprises, et puis pour nous former à cette menace, nous éduquer, nous protéger. Je continue. J'ai Bise, un M95 sur TikTok. Est-ce que l'Europe serait capable de s'entendre à créer une armée commune? Alors aujourd'hui, c'est pas dans les compétences de l'Europe, mais moi je souhaite que l'Europe s'entende, je pousse ça depuis maintenant près de 8 ans, à créer des capacités communes, et en tout cas une vraie base industrielle et technologique de défense commune. Une armée commune, en fait, peut-être ça doit être l'objectif. Des capacités communes d'intervention, peut-être, mais aujourd'hui on a des cultures d'intervention, et on a des systèmes politiques qui sont très différents. La France, par exemple, comme je vous le disais, elle a l'arme nucléaire, c'est une décision du chef de l'État. On a une capacité à réagir très vite par une décision du chef de l'État, et ensuite une validation au Parlement, mais qui vient ensuite. On a des systèmes très différents des autres pays européens. Et donc, est-ce qu'on peut du jour au lendemain faire une armée unie? Ce sera très dur. Est-ce qu'il y aura un consensus? Aujourd'hui, je ne pense pas. Par contre, nous avons besoin de renforcer très fortement un pilier européen de défense et de sécurité. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Et au fond, de garder ce que l'OTAN nous apporte. L'OTAN, elle nous apporte ce qu'on appelle l'interopérabilité. On travaille ensemble. Une capacité commune à dissuader, parce qu'on a l'ensemble des alliés, c'est large. Mais en européen, on doit travailler ensemble pour avoir des grands programmes, et donc faire de la recherche et de l'innovation de défense, avoir des industries, et passer des commandes ensemble pour nos armées. Si on fait ça déjà, ce sera un bond en avant historique, qu'on n'a pas fait depuis 70 ans. Et c'est ce pourquoi je me bats depuis 7 ans.
On a eu un premier sursaut avec des décisions, on a fait un fonds européen de défense, on a décidé d'investir plus, on a mis des programmes en place ces dernières années, ça a été clé pour aider l'Ukraine. On a lancé encore plus de programmes, mais mon objectif, c'est que dans les prochaines semaines, on décide d'un financement européen commun, massif, pour acheter et produire beaucoup plus. Et je dis bien acheter et produire. Parce que si on achète plus, mais qu'on achète américain uniquement, ce qui est souvent le réflexe de beaucoup de pays d'Europe, ben en vérité, on n'accroît pas notre autonomie. Parce qu'on dépend de matériel où l'interrupteur est dans la main des Américains. Si demain on n'est plus d'accord sur tel ou tel théâtre d'opération, on sera bloqué. Si demain les Américains nous disent « ma priorité est en Chine » et redéploient tous ces équipements en Chine, on sera fichu. Et ça, c'est le réveil que je vois, hein, je suis honnête, depuis 3-4 ans, très fort, et surtout ces derniers mois, chez plusieurs partenaires européens. Ils se rendent compte qu'en fait, il faut garder l'allié américain avec nous, on le souhaite tous, mais on a besoin d'une plus grande autonomie, indépendance des Européens. Et donc ça, ce que l'Europe doit nous apporter, au fond, c'est ce qu'on appelle une base industrielle et technologique de défense européenne. C'est ça ce pourquoi on se bat. Et donc il faut créer des champions européens qui vont nous permettre d'être autonomes, c'est-à-dire dans tous les segments de la guerre, pour votre défense solaire, pour vos munitions, pour vos chars, pour vos avions de combat, pour vos satellites, etc. Il faut toujours qu'il y ait une solution européenne. Et il faut que les Européens, il faut que cette solution elle soit compétitive, il faut qu'elle soit parmi les meilleurs produits au monde, et il faut que les Européens l'achètent. Voilà. À chaque fois que les Européens achètent non européens, quelque part, ils réduisent leur autonomie. C'est ça notre objectif. C'est ça ce qu'on doit faire. Si on fait ça et qu'on accroît nos dépenses, alors à horizon 5-10 ans, on peut être beaucoup plus autonome et beaucoup plus sûr de nous. J'ai Cyril sur YouTube qui met « Pourquoi ne pas faire un emprunt européen pour avoir un budget de la défense à hauteur de nos besoins ?» Et Cyril a tout à fait raison. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et nous, on va pousser pour ça. Alors, il y aura un débat, il faut discuter. Mais en vrai, je vous l'ai dit, je m'en souviens comme si c'était hier, malheureusement. Mars 2020, je vous disais, on est en guerre contre le virus. C'était le Covid. Et c'est un souvenir si difficile, mais en même temps, on a tenu, on a résisté, et je pense d'ailleurs à toutes les victimes et aux familles. Mais la nation a été là, soudée. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. Et on doit préparer les guerres possibles à venir et dissuader. Et donc, si l'Europe est lucide et qu'elle a ce sursaut, elle doit faire comme elle a fait au moment du Covid. Je vous ai dit ça en mars. En mai, on scellait un accord franco-allemand pour qu'il y ait un emprunt commun face au Covid. Et en juillet, on le décidait en tant qu'Européens. Et moi, j'étais frappé ces derniers jours, pour vous faire une confidence, des pays qui, il y a 4 ans, justement, quand on parlait du Covid, nous disaient on ne veut pas d'emprunt commun. Nous, on est vraiment pour la rigueur budgétaire. Pays souvent du Nord, pays baltes. Ils sont pour un emprunt commun. Pour la défense et la sécurité. C'était d'ailleurs une idée de Kaja Kallas quand elle était encore première ministre d'Estonie, avant de devenir représentante permanente de l'Union européenne. Et donc je pense en effet qu'il faut en tout cas des financements innovants européens pour ensemble lever beaucoup plus d'argent, peut-être pour aider l'Ukraine davantage dans un premier temps, pour être dans les bonnes conditions pour négocier une paix durable, mais aussi, surtout, je dirais, dans cette période aussi, pour nous-mêmes, et pour renforcer notre capacité à nous défendre, et donc accroître le budget de nos armées et faire ces programmes communs que j'évoquais. Alors, j'ai plein de questions là. J'ai Kevin Mathieu sur Facebook qui met « Si nous n'allons pas vers le fédéralisme, avons-nous une chance de peser à l'avenir contre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde ?» Alors, bon, Kevin, il ne faut pas employer les mots qui font peur tout de suite. En tout cas, il faut l'unité de l'Europe. Moi, c'est ce que j'ai essayé de bâtir ces derniers jours, et c'est mon credo depuis le début. Il faut une Europe unie. Et il faut une Europe plus unie, plus forte. Et donc oui, il faut en tout cas qu'il y ait un bond en avant. Si on fait ce qu'on vient de se dire sur la défense, comme on l'a fait en Covid, c'est un moment hamiltonien, comme disent les experts, c'est-à-dire un moment où on emprunte ensemble, comme au début des États-Unis d'Amérique. Mais quand on regarde la géopolitique, quand on regarde les puissances économiques, militaires que sont les États-Unis et la Chine, quand on regarde les puissances démographiques que sont l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, on voit que l'Europe, elle doit agir ensemble, être plus unie. Et aussi
Changer de mentalité, moi c'est ce que je pousse depuis 7 ans. L'Europe, c'est pas simplement un marché unique. C'est une puissance. Et si on décide qu'on est 450 millions de citoyens unis, qui peuvent décider d'agir ensemble, d'acheter ou de ne pas acheter ensemble, et donc de faire pression, de faire des choix technologiques forts, oui, on peut peser. Sinon, si en quelque sorte on se divise, on se tire la bourre entre nous, on cherche à faire des alliances de revers, on perdra beaucoup de temps. Par contre, si ces 450 millions sont unis, ce sera une formidable réussite. Et ce qu'il faut faire, au fond, c'est qu'il faut une Europe qui se protège davantage, qui soit plus indépendante. Sur sa technologie, sa recherche, son enseignement supérieur, sur son industrie et son agriculture, la souveraineté industrielle et alimentaire, c'est clé et c'est géopolitique. Je serai au Salon de l'Agriculture samedi, c'est le discours que je tiendrai. Europe plus forte, souveraineté alimentaire. On doit produire et nourrir les Européens et la France doit nourrir encore davantage. Donc pas de décroissance industrielle ou agricole, au contraire. On sera plus fort en étant une puissance climatique, c'est-à-dire on peut avoir une industrie beaucoup plus décarbonée, on est les plus en avance, mais c'est la force de l'Europe. Et puis évidemment, puissance qui sait protéger ses frontières, pacte asile et immigration, il faut aller encore plus loin, renforcer, et puissance de défense et de sécurité. Et puis puissance de compétitivité, c'est les décisions qu'on va prendre en mars. Donc oui, il faut faire un grand saut européen, mais je laisserai les grands mots qui font peur peut-être à côté. Alors ensuite, j'ai Simon Puech sur YouTube, qui met... Alors il met 2 questions, Simon. 1, bonsoir, comment envisagez-vous le futur du conflit avec un Donald Trump qui semble dangereusement se rapprocher de Vladimir Poutine? Et 2, ne vous sentez-vous pas seul face à vos homologues européens à prendre la mesure du danger? Non. Alors, merci Simon pour les 2 questions. Premièrement, Donald Trump. D'abord, moi, Donald Trump, je le connais. Pendant 4 ans, on a été aux responsabilités déjà, lors de mon premier mandat. Donc c'est quelqu'un que je respecte, qui je crois me respecte, avec qui je parle très facilement. Depuis qu'il est à la Maison-Blanche, au moins une fois par semaine. On ne fait pas de communiqué quand on se parle, c'est très fluide. On échange. Je connais son caractère, j'ai pas le même caractère, mais il a son tempérament. Je connais parfois les idées qu'il prône, qui ne sont pas forcément les miennes, et il le sait, et on se respecte pour ça. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, où ça peut aller? D'abord, je pense que, au fond, c'est pour ça que je vais, dans quelques jours, à Washington. Le maître mot, c'est incertitude. Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres, parce qu'il veut faire des deals, trouver des accords. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en vrai, c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration, et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Ça crée de l'incertitude. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Simplement, il faut réussir à, en quelque sorte, structurer ce qui va venir ensuite. Et donc, le plan de paix solide et durable. Mais cette incertitude, il faut l'utiliser. Parce qu'elle casse en quelque sorte un conflit, sinon qu'elle n'arrêtait pas. Mais, si je puis dire, l'envers de la médaille, c'est qu'elle crée de l'incertitude pour tous les alliés. Et donc c'est pour ça que vous voyez tout le monde inquiet, parce qu'en fait on se dit, mais il est capable peut-être de négocier quelque chose qui soit insuffisant, il est peut-être capable de laisser trop de choses sur la table, de sacrifier l'Ukraine, etc. Moi je ne crois pas. Et donc moi je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet, parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante par le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, au fond, tu ne peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais dire, si tu laisses l'Ukraine prise,
La Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique, énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu ne peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Et ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique, de coopération avec les Américains. Donc voilà, l'incertitude vis-à-vis de Poutine est bonne, il faut l'exploiter. Il faut pousser notre plan de paix bâti en Européen et avec l'Ukraine. Et il faut le convaincre que son intérêt stratégique, c'est le même que nous. Et au fond, c'est quelqu'un qui veut bâtir la paix, nous aussi, qui défend l'intérêt de son pays, c'est légitime, nous on défend l'intérêt des Européens. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à ces clarifications. Mais moi j'y vais engagé avec des parts avec des interrogations que je veux lever, mais en faisant le maximum d'efforts, et je ferai sans relâche cela avec une unité des Européens. La deuxième question sur la solitude face à vos homologues européens. Non, je ne suis pas du tout seul dans cette affaire. D'abord, beaucoup d'Européens, depuis beaucoup plus longtemps que la France, ont conscience de la menace russe. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que moi j'ai voulu réengager avec la Russie un dialogue stratégique dès mon élection de 2017. Et souvenez-vous, moi j'avais été attaqué sur mes réseaux sociaux pendant ma campagne par la Russie. Ça a été montré. Et pourtant, je fais venir le président Poutine en juin 2017, je lui dis d'ailleurs en conférence de presse, et ensuite je réengage avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi les dirigeants occidentaux, je suis celui qui est passé le plus d'heures de discussion avec le président Poutine. Mais il a trahi cette confiance. Mais durant toute cette période, beaucoup de pays me reprochaient d'avoir ce dialogue. L'Allemagne était comme moi, la chancelière Merkel partageait cette vision. Mais la Pologne, les pays baltes, plusieurs pays d'Europe disaient non, c'est pas vrai, vous allez voir, il va vous trahir, nous on le connaît. Parce qu'ils avaient été dans une histoire récente, parfois envahie par la Russie. Donc il y a une conscience très forte chez les Européens d'une menace russe, vous ne trompez pas. Et parfois plus forte qu'en France. Surtout en Europe, sur ce front Est que je vous montrais tout à l'heure, et en Europe du Nord. La deuxième chose, c'est que une fois qu'on a reconvergé, à partir de 2022, moi je me suis battu en disant il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on se renforce, ce pilier européen de l'OTAN, c'est ce qu'on appelle l'agenda de Versailles, l'autonomie stratégique, technologique, économique, militaire. Mais là, on avait un dilemme chez beaucoup de pays, et parfois les mêmes. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est ce qui est en train de changer. C'est que beaucoup de ces pays, en fait, ils n'avaient pas tellement confiance dans l'Europe pour les protéger. Pour une raison simple, c'est qu'entre 1945 et 1947, on les avait laissés tomber. Le fameux rideau de fer. Et que nous, on a protégé l'Europe de l'Ouest, puis que le rideau de fer est tombé, et que l'Union soviétique les a pris. Et après 1990, ils se sont tournés vers les États-Unis d'Amérique. Et donc, pour beaucoup de ces pays d'Europe, la sécurité est égale États-Unis d'Amérique. Et là, il y a un trouble au moment où je vous parle. Et ce trouble, il est lié à quoi? Beaucoup de discours de dirigeants américains qui disent on ne sait pas si on va rester engagé en Europe aussi fort, parce qu'on a d'autres priorités. Trouble parce que, et moi je leur ai dit ces dernières années, et il ne faut pas juger, mais les Américains nous disent depuis 15 ans, notre priorité c'est nous, puis notre priorité c'est la Chine. Et quelle que soit l'administration. Et regardez la Syrie en 2013, regardez l'Afghanistan en 2020-2021, regardez, etc., etc. Quelle que soit l'administration ou la couleur, les Américains nous ont dit votre sécurité ou celle de votre voisinage, c'est plus notre priorité. Il faut qu'on soit lucide. C'est pas une offense. Ils nous disent on veut que vous preniez plus de fardeau. Ça avait du mal à passer chez certains. Mais il y a un réveil là. Et puis troisième chose, c'est qu'il y en a certains qui sont même parfois menacés dans leur sol. Je vais prendre un exemple, c'est le Danemark. Le Danemark, c'est un pays, dirigé aujourd'hui par mon ami la Première ministre Mette Frederiksen, c'est un pays qui historiquement, il y a encore quelques années, avait ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire il disait c'est pas avec l'Europe que je regarde la défense, c'est avec l'OTAN. Donc la défense n'était pas dans les sujets qu'ils avaient mis, qu'ils voulaient regarder, entre autres. C'est un pays dont on discutait et qui disait nous on est engagés, on est très européens, mais notre sécurité c'est l'OTAN. Eh bien, on fait un référendum,
sur la défense pour changer justement leurs choses et redevenir plus européens en matière de défense après 2022. Et là, il y a quelques semaines, ils ont appris que les États-Unis voulaient récupérer le Groenland, qui est un territoire danois. Et ils ont ensuite la même lecture du jeu. La première ministre danoise, avec beaucoup de pragmatisme, de volontarisme et de courage, située là où elle est, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres de Kaliningrad, pas très loin non plus de là où opèrent des sous-marins russes et de la Baltique ou autres, elle a dit « Dès cette année, j'augmente massivement mon budget, je fais des réformes pour faire des économies sur d'autres politiques et redéployer dans la défense, je crée un fonds d'urgence de plus de 10 milliards d'euros, et elle monte complètement, et on est main dans la main avec le Danemark. » Et donc, je ne suis pas du tout seul, au contraire, vous avez aujourd'hui un réveil stratégique européen. Et donc, la clé pour nous, c'est de garder l'unité et c'est de convertir ce réveil stratégique européen en décision. Et moi, c'est mon obsession. Nous, Européens, on doit décider vite. Et donc, ce réveil stratégique, il doit nous conduire à décider, eh bien, un plan de défense massif et des investissements massifs en européen, et prendre ces décisions stratégiques-là dans les prochaines semaines, et décider aussi une accélération sur le plan économique et technologique, parce que c'est aussi notre indépendance et qu'on a besoin de se réveiller, et que nous, Européens, on a besoin d'être plus forts pour porter tout ça. J'ai Sébastien sur Twitter. Et de la France, tu en parles quand ? Alors bonjour Sébastien, depuis tout à l'heure je parle que de la France, et je vais plutôt vous voyez parce qu'on ne se connaît pas forcément, mais je vous remercie de ce tutoiement qui est sans doute amical. La France, c'est ce dont je parle depuis le début. Quand je parle de dissuasion nucléaire, quand je parle de notre territoire, quand je parle de notre sécurité, c'est nous. Et la France, je vous invite à regarder une carte, c'est pas compliqué à comprendre. La France, c'est pas une île. Vous voyez, si on regarde ça juste pour reprendre ma carte de tout à l'heure. Et donc, s'il y a un problème qui commence à arriver là, vous voyez, ça vient vite. Et je l'avais dit il y a quelques mois, Strasbourg, Ukraine, c'est à peu près 1500 km. C'est pas très loin. Donc il y a beaucoup de gens comme vous qui pensaient que la France, il fallait s'en occuper avant tout, et pas s'occuper des régimes qui étaient expansionnistes en Europe, dans les années 30, et qui disaient au fond, on peut laisser tomber les territoires annexes, tout ça ne viendra pas jusqu'à nous. Ils ont eu un drôle de réveil en juin 40, ça n'a pas duré longtemps. Comparaison n'est pas raison, je ne suis pas en train de comparer la Russie d'aujourd'hui à l'Allemagne des années 30. Mais enfin, la lucidité me conduit quand même à regarder la Russie telle qu'elle est. C'est une puissance militaire dangereuse qui est devenue impérialiste. Donc depuis tout à l'heure, quand je vous parle de sécurité, de défense, et quand je vous dis qu'en France, on est attaqué sur le plan informationnel, quand je vous dis qu'en France, on est attaqué chaque semaine sur le plan cyber par la Russie, quand je vous dis qu'en France, on est attaqué sur nos intérêts, mettant en danger nos militaires et nos civils en Afrique, quand je vous dis que nos avions sont menacés, que nos sous-marins sont menacés, c'est la France dont je parle. C'est de vos soldats. Et c'est peut-être de vos enfants, si vous en avez. Donc je parle bien de la France. En la matière, pas de faux nationalisme. Parce que c'est souvent, en vrai, le discours du défaitisme. Et je le connais, ce discours. Alors ensuite, j'ai Raymond sur Twitter. Pourquoi aider l'Ukraine en priorité quand le pouvoir d'achat des Français est en crise ? D'abord, je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de familles françaises pour qui les fins de mois sont très difficiles, pour qui la vie est dure, et je ne mésestime pas, j'ai tout fait pour me battre. Pour cela, je vous invite d'ailleurs à regarder les statistiques. La France est le pays d'Europe où le pouvoir d'achat, depuis 2017, a été le plus préservé, voire pour certaines catégories, a le plus augmenté. Et pour les Français de classe moyenne en particulier. On l'a le plus protégé que les autres face au Covid ou en période d'inflation, et on a dépensé d'ailleurs beaucoup d'argent pour ça. Les mêmes, d'ailleurs, me reprochant d'avoir dépensé trop d'argent pour le pouvoir d'achat des Français. Parfois, vous savez, il faut rester assis. Mais je l'assume, on a protégé le pouvoir d'achat. Simplement, il faut faire des choix. Le pouvoir d'achat des Français, c'est le prix de la vie et les salaires. L'État employeur a pris des décisions fortes. J'ai décidé, moi, dans mes mandats, d'augmenter nos enseignants, d'augmenter nos travailleurs, nos soignants à l'hôpital, comme ils n'avaient pas été augmentés depuis des décennies. Et j'assume ce choix. J'ai décidé de rembaucher des policiers, des gendarmes, des militaires, j'assume ce choix. Mais les salaires, ce n'est pas l'État qui les fait. Ce sont les entreprises, c'est le dialogue social. Et j'ai plutôt allégé ces charges dans mon premier mandat en transférant une partie des cotisations chômage vers la CSG.
et baisser les impôts pour pouvoir relancer. D'ailleurs, on a créé 2 millions d'emplois. Mais donc, c'est les salaires après la clé. Et les salaires, ça dépend de quoi? De notre compétitivité, notre capacité à conquérir des marchés, notre force industrielle. Donc, il faut garder une politique de l'offre et après, il faut un bon dialogue social qui permet de poursuivre les salaires. Mais ce n'est pas l'État. Et je ne vais pas mettre dans les salaires. On est déjà le pays qui soutient le plus les salaires au niveau du SMIC d'Europe, avec ce qu'on appelle justement cette prime d'activité qu'on a augmentée, je le rappelle. C'était un de mes engagements de sortie de la crise des Gilets jaunes. Puis de l'autre côté, c'est les prix. Les prix, on a été l'un des pays qui a le plus protégé face à la montée de l'énergie qui est en train de baisser. On est un des pays qui se bat le plus pour essayer justement de protéger, de baisser ses prix. Mais après, là aussi, c'est la vie économique. Bon. Donc, on fait tout pour aider au pouvoir d'achat. On a pris beaucoup de décisions, mais il faut que vous en ayez conscience, un des pays qui a le plus protégé le pouvoir d'achat. Maintenant, quelle est la bataille pour le pouvoir d'achat? C'est la bataille contre le chômage, c'est la bataille pour l'amélioration des salaires et donc la montée en charge de notre économie, c'est la bataille pour l'industrialisation, c'est la bataille pour l'activité. C'est ça le cœur de la bataille dans lequel la nation doit être engagée. Mais au moment où je vous parle, compte tenu du risque que cela représente, l'argent que nous mettons pour aider l'Ukraine à résister, c'est un enjeu de sécurité nationale. Parce que si l'Ukraine s'effondrait, c'est une victoire stratégique pour la Russie, mais ce serait surtout le début d'une marche en avant. La Russie est déjà en train de déstabiliser la Moldavie qui est voisine, et la Russie est déjà en train de manipuler les élections en Roumanie qui est juste à côté. Vous pensez qu'ils s'arrêteraient en si bon chemin, vous? Donc moi, je n'ai pas envie d'être faible. Je n'ai pas envie qu'on soit faible. Donc la France a aidé, mais regardez les chiffres. On a d'ailleurs, en montant investi, moins aidé que nos voisins allemands. Il faut avoir la lucidité et l'humilité de le dire. Mais on a raison d'aider l'Ukraine, parce qu'on défend notre sécurité en faisant ça. L'Ukraine, en quelque sorte, est aux avant-postes de notre sécurité collective. Et on a raison de s'engager dans ce que je dis là, qui est plus de sécurité pour nous et plus de sécurité en Europe. Voilà, j'essaie de vous dire en toute franchise comment je vois les choses. J'ai Laura sur TikTok qui m'écrit « Bonne soirée. Que pensez-vous de l'annulation des élections présidentielles en Roumanie ?» Merci Laura pour la question. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est une décision inédite, très grave, qui a d'ailleurs bouleversé la Roumanie, qui a été prise par la Cour suprême roumaine. Ce n'est pas une décision en opportunité, c'est sa Cour suprême qui est là. Donc des juges qui ont pris cette décision. C'est extrêmement grave et c'est inédit, et c'est dans l'Union européenne. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que la Cour suprême a identifié le fait que, massivement, la Russie, par des proxys, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des canaux intermédiaires, des faux comptes, des relais, avait manipulé ces élections. Avec d'ailleurs une utilisation massive de certains réseaux sociaux, et avait en fait poussé, même payé des votes, transformé, modifié complètement la sincérité du scrutin. C'est ce qu'elle a dit. Et donc quand le scrutin est insincère, elle a été contrainte d'annuler après le premier tour, ce qui est inédit, mais ça montre ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que nos systèmes démocratiques, en fait, on pensait qu'ils étaient très solides pour toujours, ils ont une vulnérabilité. C'est que parce qu'aujourd'hui on s'informe sur des réseaux sociaux, ils peuvent être manipulés par de la propagande à très grande échelle, et en quelque sorte, les puissances autoritaires qui ont développé ces capacités sont mieux armées que nous. Et ça fait partie du conflit. C'est pour ça qu'on doit apporter des réponses lors de ces élections. Et il faut faire attention, il y a une espèce de faux discours qui est en train de rentrer là, qui est la défense du free speech. J'entendais le vice-président Vance, avec qui j'ai eu un échange très fructueux quand il est venu à Paris, qui était très intéressant, on a eu un bon échange, tout à fait cordial. Il disait qu'il était choqué par cette décision. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas la décision d'une Cour suprême. Je ne vais pas commenter les décisions de la Cour suprême américaine ou britannique, et comme je pense qu'on n'a pas commenté les décisions de la Cour suprême roumaine. Moi, ce qui me choque, c'est que la Russie vienne s'immiscer massivement et fausser la sincérité du suffrage en Roumanie. Donc il faut faire attention. Si le free speech, c'est en quelque sorte le fait qu'on peut dire tout et n'importe quoi, qu'on peut rouer de coups les gens sur les réseaux sociaux sans raison, qu'on peut tenir les pires discours antisémites et racistes, qu'on peut manipuler l'information en masse si on est fort, ça ne s'appelle pas la liberté d'expression. C'est pas vrai. Et surtout, tous ces gens oublient de dire que la liberté d'expression, quand il s'agit des réseaux sociaux, ça suppose qu'on ait un peu de transparence sur les algorithmes. Et moi, c'est ça qui me gêne. Vous allez tous faire ce soir, peut-être ceux qui sont en direct ou ceux qui regarderont après cette vidéo, ils auront des bouts,
ils iront scroller sur leur réseau. Qui fait que j'ai une vidéo après l'autre? C'est pas mon choix, c'est pas moi qui vais choisir la vidéo après. Il y a quelqu'un qui me pousse la vidéo que je vais avoir en suivant. Moi, j'ai vu les changements des vidéos que j'avais sur certains réseaux depuis qu'ils ont changé d'actionnariat. Mais qui décide de ça? C'est quoi derrière? C'est quoi cette main invisible? Ça s'appelle un algorithme. Il est transparent? J'en connais les règles? Je sais les choix de cet algorithme? Non. L'algorithme, il fait de la politique. Eh bien, je suis désolé, mais si on veut être des démocraties solides, autant 2.0, il faut savoir faire face et bloquer les propagandes de pays ennemis qui manipulent nos élections, mais il faut aussi remettre de la transparence dans les algorithmes et qu'on se dise est-ce qu'elles sont faussées ou pas. C'est la clé. Alors, je regarde, est-ce que j'ai d'autres questions? Vous pouvez m'en envoyer, j'ai encore un bon quart d'heure. Après, je dois filer pour appeler le président Zelensky, donc vous pouvez m'en envoyer. J'ai Agnès sur Facebook qui me met « A-t-on réellement les moyens financiers et humains d'assurer notre propre sécurité ?» Alors Agnès, oui, et c'est déjà le cas. Je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire que la France, elle a une armée solide, je vous l'ai dit, c'est l'armée la plus efficace d'Europe, à coup sûr, et on a beaucoup investi. D'abord, on a fait des choix historiques pour notre sécurité. Nous avons acquis des dissuasions nucléaires, qui a été un choix historique fait après-guerre, qui a été consolidé génération après génération, qui a été un investissement humain, de compétences inédites et financiers de la nation. Ensuite, on a une armée complète, c'est-à-dire qu'on sait se défendre dans les airs, sur terre, en mer, sous les mers. Et on a des capacités militaires dans tous les domaines où nous sommes autonomes. C'est-à-dire que soit on les produit nous-mêmes, soit on les produit avec des partenaires, mais on n'est pas dépendant des choix de ces partenaires, dans toutes les catégories. Et ça, c'est une très grande force, qu'ont très peu d'autres, quasiment pas en Europe. Et on a aussi massivement réinvesti, parce que je n'ai pas attendu tout ce qui s'est passé. Dès 2017, j'ai lancé une revue stratégique, on a pris des décisions, puis on a fait passer une loi de programmation militaire, qui a réinvesti, alors qu'on était en train de désinvestir depuis une quinzaine d'années, et qui a ensuite, en une deuxième reprise, deuxième loi de programmation militaire, réinvesti encore. Ce qui fait que, avec les deux lois de programmation militaire que j'ai préparées, que le Parlement a votées, qui sont pour la première fois depuis des décennies respectées à l'euro, on aura doublé le budget de nos armées. Donc oui, nous, on est en situation. Mais on va devoir aller plus loin. On va devoir aller plus loin parce que la menace est en train de changer, parce qu'on a une escalade des capacités de nos principaux adversaires, et parce qu'on va avoir une organisation européenne à construire. Et puis, comme je vous le dis aussi, la menace, maintenant, elle va sur d'autres champs, et donc on doit investir en termes humains, financiers et techniques pour faire face à des déstabilisations par l'intelligence artificielle, par le cyber, par les réseaux sociaux. Et ça, c'est un très grand investissement de la nation, mais nous en avons les moyens. Et puis après, à côté de ça, on va devoir faire des choix. Et je les porterai, j'essaierai de les expliquer, mais c'est des choix entre le court terme et l'avenir de la nation. Nos aînés, nos parents, nos grands-parents, ils ont été amenés à faire des choix. Je veux dire, à l'époque, confère la question de tout à l'heure, on aurait pu dire au général de Gaulle, tous les milliards que vous êtes en train de mettre dans la dissuasion nucléaire, vos voisins ne les mettent pas, pourquoi vous ne les mettez pas dans le pouvoir d'achat des Français? Vous êtes un mauvais patriote. On a de la chance d'avoir le général de Gaulle qui a investi dans la dissuasion nucléaire et qui n'a pas investi dans le court terme. Et nous, on investit beaucoup, on est un des pays d'Europe qui a la plus grande dépense publique. Mais on investit beaucoup, beaucoup, beaucoup pour corriger, pour accompagner, en fonctionnement. On doit investir davantage pour investir, préparer l'avenir. Et c'est de l'éducation à l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'indépendance technologique, à la sécurité, à la défense, au climatique. Tout ça, c'est des dépenses d'investissement d'avenir. Et j'y mettrai aussi la santé et notre jeunesse. Et donc, il faut un peu bouger peut-être ce qu'on est en train de dépenser pour le mettre sur les bons sujets. J'ai ensuite Théo Udelis sur Twitter qui met « Pourrait-on envisager une extension de la dissuasion nucléaire française aux pays membres de l'Union européenne ?» Ça, c'est une question très compliquée, très technique. De fait, depuis le général de Gaulle, et à chaque fois réitéré par tous mes prédécesseurs,
on a toujours dit que ce qu'on appelle les intérêts vitaux de la nation, c'est ce qui fait que le président peut être amené à déclencher l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est que le président regarde si les intérêts vitaux de la nation sont en jeu, eh bien, avait une dimension européenne. Et donc, notre doctrine, elle a une ambiguïté, et il faut qu'elle garde cette ambiguïté. C'est pour ça que je ne vais pas répondre beaucoup plus précisément, parce que cette ambiguïté, elle crée de la dissuasion. Eh bien, depuis en fait toujours, la dissuasion nucléaire française, elle a dit « je vais regarder aussi mes voisins, et je ne les exclus pas des intérêts vitaux de la nation ». Le général de Gaulle l'a dit dès le début. Parce que, contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure, le général de Gaulle, dès le début, il savait que la France ne pouvait pas défendre seule sa sécurité et qu'elle ne pouvait le faire qu'unie à un continent. Donc oui, après on aura une discussion dans les mois et les années qui viennent avec plusieurs partenaires pour voir ensuite est-ce qu'on doit accroître, densifier cette solidarité et comment. J'ai une question de Saturnéo sur TikTok. L'Ukraine rejoindra-t-elle l'Union européenne ? En tout cas, on a accepté sa candidature, on a commencé à ouvrir les livres, et je pense qu'on doit lui permettre de poursuivre ce chemin. Et moi, je pense que dans le moment où on est, alors que l'Ukraine est en guerre et résiste et perd chaque jour, comme je vous l'ai dit, ses enfants pour défendre son territoire, personne n'a le droit de dire l'Ukraine n'a pas le droit de rentrer dans l'Union européenne ou l'Ukraine n'a pas le droit de rentrer dans l'OTAN. Ça fera partie de la négociation de paix, ça fera partie de la suite. J'ai ensuite Gog Duitrine sur Facebook. Que peut-on faire concrètement en tant que citoyen patriote pour soutenir la France face à cette crise ? L'État lancera-t-il un livret bancaire pour soutenir la défense ? Je vais vous dire, d'abord merci pour cette question, et au fond, c'est exactement un des enjeux de ce soir pour moi. Je voudrais vous convaincre que vous avez un rôle à jouer dans ce moment, dans cette ère dans laquelle nous entrons, et que peut-être dans notre pays où depuis plusieurs années on s'était habitué à se demander ce que le gouvernement pouvait faire pour nous, et il en fait beaucoup, et je vais vous dire, on est un des pays où le gouvernement fait le plus à tous les âges de la vie. On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République. Et au fond, j'ai besoin de vous. Et donc, j'ai besoin de vous. On va peut-être lancer des produits d'épargne et faire appel, en effet, à la nation pour financer certains programmes. Moi, je ne l'exclus pas. Et donc ça, je veux me coordonner avec certains voisins européens, mais je ne l'exclus pas, et je pense que c'est une très bonne idée, ce que vous dites là. Mais j'ai besoin de vous aussi, tout de suite, en termes plus concrets, en expliquant, en portant la conscience que vous avez du défi. J'ai besoin de vous, peut-être, si vous y êtes prêts, en rentrant dans la réserve. On a lancé un programme, une réserve, justement, soit auprès de nos armées, soit auprès de notre police, de notre gendarmerie ou autre. C'est mettre vos compétences au service de nos armées. Mettre vos compétences au service de cette mission de défense et de sécurité nationale. Et de dire, si vous êtes informaticien, je vais vous aider sur le cyber, sur les réseaux. Si vous êtes... on a tous des compétences. Vous avez des compétences qui sont importantes pour la nation. Et elles ne le sont pas simplement dans le cadre de vos métiers. Elles le sont parce que dans tous les registres, on a besoin de compétences nouvelles pour raffermir notre capacité à nous défendre. Et donc, aller vers la réserve. Et puis, je reviendrai vers vous dans les semaines à venir pour vous mobiliser, si je puis dire, sur différents registres. J'ai Éline sur TikTok qui dit « Pourquoi avoir plus aidé l'Ukraine que Mayotte, département français ?» Alors non, d'abord ça c'est pas vrai. Je peux vous dire que, et c'est normal, l'Ukraine, on l'aide beaucoup plus et on l'a beaucoup plus aidé à travers tous ces programmes. C'est un département et donc on a aussi des politiques sociales tous les jours avec Mayotte, et je pense à nos compatriotes mahoraises et mahorais qui ont affronté en fin d'année dernière ce terrible cyclone, se battent encore aujourd'hui dans cette phase de stabilisation et de reconstruction. Il ne faut pas opposer les choses, du tout. On s'est battu et on a aidé nos compatriotes à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, quand ils ont eu de terribles cyclones Irma il y a maintenant 7 ans. On se bat quand on a des compatriotes qui ont des moments difficiles, catastrophes justement climatiques sur tous les territoires, et on se bat pour nos compatriotes à Mayotte, comme on le fait aussi pour tous nos compatriotes ou nos paysans quand ils ont un aléa climatique. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. On fait les deux, en même temps, comme dirait l'autre. Mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il n'y a pas de l'argent qu'on aurait mis à l'Ukraine qui ne serait pas allé à Mayotte. Ce serait faux de le dire. J'ai Benjamin sur YouTube qui me met « Au vu du risque que représente la Russie pour l'Europe, ne faut-il pas faire comme la Pologne, avec presque 5% du produit intérieur brut pour la défense ?
Des choix budgétaires durs, mais nécessaires, sont à faire maintenant. C'est une bonne question, Benjamin. Elle est très forte. Et évidemment, c'est une des questions que je me pose. La Pologne, vous le voyez là, je vous le dis pour tout le monde, elle est beaucoup plus proche. Elle est à frontière avec la Biélorussie. Et la Russie a déployé des militaires très proches et surtout beaucoup de missiles qui menacent le territoire polonais. Donc elle est aux avant-postes. Donc tous les pays qui sont d'ailleurs aux avant-postes, ils dépensent 4, 5, parfois plus % de leur produit intérieur brut, quand nous sommes à 2%, je vous le rappelle. On était beaucoup moins en 2017. En tout cas, on va devoir monter. Alors, il faudra monter la part nationale, mais on va devoir monter aussi la part en européen. Donc c'est ça qu'on doit regarder pour doser l'effort. Et d'ailleurs, nous étions à tel chiffre dans les années 60, 70 et dans les années 80. C'est-à-dire tout le temps où il y a eu la guerre froide. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au fond, on a un peu oublié ce temps-là. Mais il y a eu des dividendes de la paix, comme je disais tout à l'heure. On avait investi, on était dans un ordre qui s'était stabilisé, puis il y a eu la chute du mur et tout le monde pensait qu'on était dans un monde libre, ouvert, apaisé. Et on a beaucoup moins investi sur notre défense. Beaucoup de pays ont beaucoup baissé. Parfois, nous, on a aussi fermé des bases, baissé. C'est fini. Et donc, aujourd'hui, nous allons devoir réinvestir. On a commencé à le faire depuis 2017. Je m'en félicite. On a, je crois, je crois pas, la France a fait les bons choix stratégiques. Elle les a fait avant beaucoup d'autres en Europe. Alors que nous étions plus loin que la menace, mais parce qu'on a vu qu'elle pouvait revenir. Donc, nous avons été dans l'anticipation et on a agi au bon moment et à la bonne échelle. Mais on va devoir maintenant, avec nos principaux partenaires en Europe, prendre des décisions fortes pour aller plus loin. Je ne sais pas si 5% c'est le bon chiffre pour la France, mais en tout cas, il va falloir monter. Et donc oui, il faut l'intégrer au reste. C'est pas vrai qu'on peut tout faire. On va devoir faire des choix. Et c'est ça aussi pourquoi j'ai besoin de vous. J'ai K472 sur TikTok qui m'écrit « Monsieur le président ukrainien reste toujours légitime au regard des situations actuelles. » Bah oui, je veux dire, il ne faut pas acheter les arguments que j'entends partout. Le président ukrainien, il a été élu par des élections libres en Ukraine. C'était d'ailleurs pas du tout le favori. Je m'en souviens comme c'était hier. Et donc lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. C'est pas le cas, malheureusement, dans trop de pays du monde. Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je le sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite des élections pour les manipuler. C'est pas une bonne idée. Donc oui, le président Zelensky, il est légitime et nous souhaitons plus de démocratie en Ukraine dans la durée grâce à une paix durable. Et le président Zelensky veut la démocratie en Ukraine aussi puisqu'il en est le fruit. Si le système avait été manipulé, il n'aurait jamais été élu président lui-même. Voilà, écoutez, je vois l'heure qui tourne et je vais devoir aller rentrer en vidéoconférence avec le président Zelensky. Moi d'abord, je voulais m'excuser pour les petits problèmes techniques qu'on avait eus au début, on s'améliorera la prochaine fois. J'espère qu'en tout cas c'était clair et utile, j'ai essayé de prendre le maximum de questions. Et il y en avait beaucoup, je n'ai pas pu répondre à tous, là je vois encore qu'il défile certaines questions devant moi. Mais écoutez, moi je vais revenir vous rendre compte en fait de manière régulière. Là je parle au président Zelensky, demain je vais reparler à d'autres collègues européens pour bien me caler, j'irai ensuite aux États-Unis, puis on va continuer la manœuvre. Et puis on va devoir prendre des décisions pour nous Français, pour nous Européens. Et donc je reviendrai régulièrement, je ferai des conférences de presse, je répondrai aux questions des journalistes de manière régulière comme j'en ai l'habitude, mais je veux aussi pouvoir vous répondre de manière très directe comme on vient de le faire là. Et donc si l'exercice vous a paru utile, je le referai de manière régulière, comme ça, sans filtre, parce que je pense que c'est important. Je veux pouvoir vous rendre compte
vous expliquer, répondre ou à vos critiques ou à vos interrogations, et puis vous dire voilà, qu'on doit avancer. En tout cas, mon objectif ce soir, c'était d'abord de vous dire qu'on est à la manœuvre, en action, pour obtenir une paix durable en Ukraine, avec les Ukrainiens, avec les Européens. Ensuite, que nous devons être conscients tous de la menace que représente la Russie pour l'Europe et pour la France, et donc que ça va nous imposer des choix très forts pour nous-mêmes, pour notre défense et notre sécurité. J'ai essayé d'expliquer ce que ça signifiait pour nous Français, pour nous Européens. Et dans ce contexte, dans cette ère nouvelle dans laquelle nous rentrons, j'aurai besoin de vous, j'aurai besoin de votre engagement, j'aurai besoin de votre mobilisation. Et au fond, on a besoin, à nouveau, dans ce moment qui commence, de savoir refaire nation en responsabilité, de débattre de nos accords, de nos désaccords, mais à la fin de rester unis, forts, et de choisir, au fond, l'indépendance de la France, la force de la France et de la République, et l'avenir de la nation, avant toute chose. Merci à tous. Vive la République et vive la France.